parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bonjour, je suis Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier, le monsieur qui a fait passer la cuisine française et internationale dans le monde moderne et dont nous célébrons la vie et les travaux dans ce beau musée qui est sa maison natale dans le village de Villeneuve-Loubet. Et ce musée, donc, depuis 1966, sur 5 étages et 10 salles, célèbre non seulement donc, la vie et l'œuvre, comme je l'ai dit, d'Auguste Escoffier, mais également l'art culinaire dans son ensemble. Alors, donc, ce musée, nous sommes dans l'entrée, dans la partie où on peut donc déjà voir les deux hommes qui ont été à l'origine de ce musée. Tout d'abord, évidemment, Joseph Donon, dont je raconterai très vite qu'il a fait la rencontre d'Escoffier lorsqu'il était jeune apprenti cuisinier chez le marquis de Panis-Passy, propriétaire du château qui est au sommet de cette colline. En 1906, Escoffier était invité à déjeuner chez le marquis et c'est Joseph Donon qui a fait le déjeuner ce jour-là parce que le chef en charge était absent. Et Escoffier, ayant trouvé qu'il avait fait un fort bon travail, alla le féliciter en cuisine et lui proposa de venir travailler avec lui à Londres. Imaginez, pour un jeune de 18 ans, la proposition d'aller travailler avec le grand maître Auguste Escoffier, qui donc était depuis quelques années déjà le chef exécutif du Carlton à Londres. Et à partir de 1906, Donon donc, travaille avec Escoffier. Et monsieur et madame Frick, en 1912, étaient donc au Carlton et voulaient ramener avec eux un cuisinier français. À l'époque, on n'invitait pas au restaurant, on invitait sur les grandes familles, en tout cas invitait chez eux, dans leurs mansions, aussi bien à New York qu'à la campagne, Rhode Island ou ailleurs. Alors Escoffier a pensé à Joseph Donon, et l'accord fut conclu. En plus, tout le monde était excité parce qu'il devait rentrer aux États-Unis à bord du Titanic, premier voyage. Madame Frick tombe 2-3 jours avant le départ dans les escaliers du Carlton et à certains regrets, Monsieur Frick décide qu'on va remettre le voyage quelques jours plus tard sur un autre bateau, ce qui permit donc à Donon d'arriver sain et sauf avec ses patrons aux États-Unis. La guerre de 14 arrive, il venait de se marier et il doit rentrer en France, faire son devoir de soldat. Il retourne aux États-Unis en 1918 et il passe à ce moment-là au service de la famille Vanderbilt et reste un cuisinier de maison privée toute sa carrière jusqu'à sa retraite dans les années 70. Quand Escoffier décède en 1935 à Monte-Carlo, Donon, à New York, crée un an plus tard les Amis d'Escoffier Society of New York, une association, la première du nom, donc, qui regroupe des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des directeurs d'hôtel, tout le monde de l'hôtellerie de luxe. Et puis la guerre arrive. Après la guerre, on a d'autres soucis que la grande cuisine et l'hôtellerie et les palaces. Et ça n'est que dans les années 60, à l'arrivée, à l'essor, disons, des nouveaux grands chefs de la génération Bocuse, Troisgros, Guérard, Verger, Pic et d'autres, que Donon, qui avait gardé toujours des liens étroits avec ses collègues français, propose, en particulier à deux hommes qui ont été les légataires testamentaires d'Escoffier, c'est-à-dire Herbaudeau et Talamas, qui avaient tous les deux travaillé avec Auguste à Londres. Il leur propose de créer une fondation Auguste Escoffier, et pourquoi pas, dans la maison natale également, qui s'y prête relativement bien, un musée de l'art culinaire. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la présentation de la fondation et du musée. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, maintenant de passer à la visite concrète de ce beau musée.
Bonjour, je m'appelle Emma, donc je vais vous faire une présentation après notre président de ce musée dans lequel je travaille, ce musée de l'art culinaire qui est le seul musée d'art culinaire en France. Donc on est ici dans la salle du tourne-broche où vous avez cette cheminée dans laquelle vous avez le tourne-broche qui date plutôt du XVIIe siècle avec ce mécanisme ancien, avec un contrepoids d'horlogerie. Et avant ce système, on avait sur le côté de la cheminée une grande roue dans laquelle on avait des chiens qui avaient la mission de courir. Et en courant dans cette roue, le tourne-broche était actionné et du coup, la viande pouvait cuire de tous les côtés de façon homogène. Alors, je vous propose de me suivre pour continuer la visite dans la prochaine pièce. Alors, on arrive ici donc dans une autre pièce qui est le salon Auguste Escoffier, où on va parler un petit peu plus de la carrière d'Auguste Escoffier. Donc, à l'âge de 13 ans, il commence en fait à travailler. Son rêve est de devenir sculpteur, sauf que son papa estime que sculpteur n'est pas un métier. Donc, il l'envoie travailler dans le restaurant de son oncle, qui s'appelle le Restaurant Français, qui est à Nice. Et là, il va commencer effectivement à mettre les pieds dans une cuisine en tant que commis rôtisseur. On a parlé juste avant du tourne-broche. Commis rôtisseur, par exemple, c'est ce que vous avez ici. C'est celui qui va s'occuper de faire rôtir la viande. Et puis, il se dit, tant qu'à faire un métier, autant essayer de le faire bien. Et il va se passionner. Il va ensuite monter un petit peu en grade, puisqu'il va partir au restaurant du Petit Moulin Rouge à Paris. Et ensuite, il va être réquisitionné pendant la guerre franco-prussienne pour être chef cuisinier au quartier général de l'armée du Rhin. Et là, il faut effectivement que les choses soient faites avec peu de moyens. Il va essayer de créer de nouvelles choses, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la brigade, qui est ce que vous avez ici sur cette lithographie, qui est en fait l'organisation dans la cuisine. Chaque personne va avoir un rôle bien défini et chacun va préparer une partie du plat qui va être servi au client. Et lorsqu'il est donc au restaurant du Petit Moulin Rouge, il va faire une rencontre qui va être vraiment importante dans sa carrière, tout simplement parce qu'on commence à entendre parler d'Auguste Escoffier, il commence vraiment à se faire un nom. Et là, il y a un monsieur que vous avez ici, qui est César Ritz, qui va venir le débaucher en quelque sorte. César Ritz, lui, a 2 établissements, un en Suisse et un autre à Monte-Carlo, saison d'hiver, saison d'été. Et il va donc lui proposer de devenir le chef de ces 2 établissements. Auguste Escoffier voit là aussi une opportunité de se rapprocher de sa famille, puisqu'il est sur Paris à ce moment-là, de revenir près de Villeneuve-Loubet, surtout à Monte-Carlo. Et en fait, ensemble, ils vont vraiment poser les bases de l'hôtellerie-restauration de luxe qu'on appelle aujourd'hui les palaces et qu'on leur doit. Notamment le Carlton à Londres, le Ritz à Paris, mais aussi le Savoy à Londres, où il va créer le dessert vraiment emblématique d'Auguste Escoffier, que vous avez juste ici, qui est donc la fameuse pêche melba, qui est un dessert aujourd'hui mondialement connu. Donc c'est un dessert qu'il va créer pour une cantatrice qui s'appelle Nelly Melba, qui était venue séjourner au Savoy pour plusieurs semaines, puisqu'elle chantait l'opéra Lohengrin à Covent Garden, qui était situé juste à côté du Savoy. Et donc pour remercier Auguste Escoffier d'avoir préparé de délicieux petits plats matin, midi et soir pendant tout son séjour, en fait, elle va lui offrir 2 places orchestre pour aller la voir chanter à l'opéra. Et à son retour, il est tellement ravi de cette prestation qu'il décide de créer ce dessert qu'il va appeler dans un premier temps la pêche au cygne. Et ensuite, quelques années plus tard, il lui demandera l'autorisation de la nommer la pêche melba, chose qu'elle va bien sûr accepter. Nous voici maintenant dans le bureau d'Auguste Escoffier, qui est une salle vraiment particulière, puisque c'est la salle où il est né, dans cette maison natale. Et c'est une pièce donc, où on a voulu rassembler des souvenirs de ce grand monsieur. Donc, notamment dans ce vaisselier, vous avez plusieurs photos, des photos de lui quand il avait à peine 29 ans, ce qui est assez rare. On le voit surtout sur des portraits où il a un âge plus avancé. Vous avez également son papa, son épouse Delphine, et puis ses enfants, petits-enfants. On a également de l'autre
côté le bureau sur lequel il a écrit de nombreux ouvrages, et le plus connu de tous ces ouvrages, c'est celui-ci, c'est le guide culinaire que vous pouvez consulter directement dans le musée. Vous avez un recueil à l'intérieur d'environ 5000 recettes, tout au niveau des œufs, des poissons, des desserts, des viandes, etc., etc. Toutes ces recettes sont codifiées, et c'est un livre aujourd'hui qui sert encore, malgré le fait qu'il a été écrit en 1903, puisqu'on s'en sert pour faire la sélection des candidats au concours de meilleur ouvrier de France. Nous voici désormais dans une autre salle. On va parler un petit peu plus maintenant de la partie art culinaire, puisque notre musée est dédié à Auguste Escoffier, mais aussi à cette partie d'art culinaire, avec cette pièce qui est dédiée vraiment à l'art pâtissier, où on a la chance d'avoir cette magnifique salle avec de nombreuses sculptures en chocolat, pour la plupart, quelques-unes en sucre et également en pastillage. Donc pour le pastillage, par exemple, vous avez cette locomotive. On va bientôt fêter le centenaire de cette sculpture, puisqu'elle date de 1920. C'est une sculpture à la fois en nougatine et en pastillage. Donc le pastillage, c'est un mélange d'eau, de gélatine, de blanc d'œuf et de vinaigre qui donne une pâte très blanche qu'on va pouvoir travailler. Et vous avez donc toute cette partie avant, par exemple, au niveau des barrières ou des poteaux ici, et la partie locomotive de ce côté-là qui est donc en pastillage. Au niveau chocolat, donc la pièce la plus emblématique que nous ayons, c'est celle-ci. Elle a été réalisée en 2003 par le chocolatier et meilleur ouvrier de France, Christian Camprini, qui est à Valbonne actuellement. Et il a gagné en fait le concours de meilleur ouvrier de France avec cette sculpture qui représente en fait toute l'histoire du cacao jusqu'à la transformation du cacao en chocolat dans les mains du pâtissier. Nous voici maintenant dans cette salle qu'on appelle la salle du potager provençal. Le potager provençal, c'est cet appareil de cuisson. On a vu tout à l'heure le tourne-broche qu'on utilisait aux alentours du XVIIe siècle. Le potager, on va vraiment l'utiliser plutôt aux alentours du XVIIIe. C'est quelque chose qui est construit directement dans la pierre de l'habitation et on va avoir en fait différents foyers. Alors comment ça fonctionne? Vous avez ici des ouvertures dans lesquelles on allumait le feu qui normalement fermé par des portes en fonte pour éviter de se brûler. Le potager provençal va en fait permettre de changer les habitudes en cuisine, de révolutionner un petit peu cette gastronomie française, puisqu'avec ce système-là, on va commencer à laisser les plats mijoter sur le feu, chose qu'on ne faisait pas avant. Ça va être la naissance, par exemple, des plats comme dans notre région, la daube provençale, qui va effectivement dans ce genre d'ustensile en terre cuite, qui va cuire pendant de longues heures, pendant que la ménagère, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, pouvait s'adonner à d'autres tâches dans cette même pièce. Et on termine la visite de ce musée par cette pièce qui est dédiée aux expositions temporaires. Cette année et jusqu'au 3 novembre prochain, vous avez une exposition qui parle des meilleurs ouvriers de France, 90 ans d'excellence. C'est la Société nationale des meilleurs ouvriers de France qui fête ce 90e anniversaire. Et donc on a souhaité mettre en avant les métiers liés à la gastronomie, puisque les meilleurs ouvriers de France comportent 17 groupes de métiers qui peuvent aller aussi bien de la couture, de la coiffure, mais aussi et surtout donc la gastronomie, les confiseurs, les pâtissiers. Donc ce sont ces portraits de chefs que nous avons voulu mettre en avant.